nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Les membres de la société civile s'imprègnent du contenu du projet de révision. Ils ont été entretenus par le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. La ministre des Affaires étrangères du Ghana est à Cotonou. Shirley Ayokor Bossuet est reçue par son homologue du Bénin, Aurélien Agbenossi, ce lundi. Le Bénin bénéficie de l'expertise de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale. Un accord est signé à cet effet entre cet institut et la Sénat. Bonsoir Jérôme. Le 7e dossier inscrit au rôle à la cour d'assises est reporté à une date ultérieure. Tout à fait, c'est un dossier portant association de malfaiteurs et vol à main armée. Les raisons de ce report dans quelques instants. Merci à vous Jérôme, à tout à l'heure. Joseph Diogbenou face aux représentants des organisations de la société civile au menu des échanges, la présentation donc du projet de révision de la Constitution. En attendant de retrouver Guillaume Avienou, nous allons repartir à la cour d'assises avec Jérôme Mongor. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Je disais dans les titres que le 7e dossier a été donc reporté à une date ultérieure. Tout à fait. Le 18 février 2008, aux environs de 13h, 3h du matin, une bande de cambrioleurs composée de 4 individus, Gilbert Honvou à Temenou, Adrien Soingbe, Félix Mikenwese et Yessoufou Michodini, se sont rendus au domicile du sieur Claude Kakpo à Womé pour opérer. Ils ont également opéré dans d'autres maisons, 2 autres maisons. Interpellés et inculpés d'association de malfaiteurs et vol à main armée, ils ont reconnu les faits à l'enquête préliminaire avant de les nier devant le juge d'instruction. Ce matin, 2 prévenus seulement se sont présentés, la cour étant bien constituée. Les avocats de la défense ont déploré l'absence du dossier portant enquête de moralité, un dossier très important pour la qualité des débats. La Cour a donc rejeté l'audience du jour à une session ultérieure. Présidence de la Cour, Marie Soudé-Godonou, greffier Édouard Zavonon, ministère public Raymond Gaudémin. Les prévenus ont eu pour avocat défenseur Maître Ibrahim Salami, Gilbert Bédan, Hervé Soukmon. Jérôme Mongor, à la cour d'assises, les travaux se poursuivent demain. Demain, mardi 4 avril, le dossier inscrit au rôle est un cas d'assassinat. Merci à vous, Jérôme Mongor. On repart à Porto Novo avec ce face-à-face entre la société civile et le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, qui était face aux représentants des organisations de la société civile au menu des échanges, la présentation du projet de révision de la Constitution. Guillaume Avienou nous fait le point. Après Cotonou, c'est à Porto Novo que le garde des Sceaux est venu poser sa valise pour la série des présentations du projet de révision de la Constitution déposé sur la table des députés par le gouvernement. Comme cela a été le cas ailleurs, Joseph Diogbenou explique le contenu du document aux représentants des organisations de la société civile. On a beaucoup plus de chances de rester au pouvoir quand on y arrive au moins une fois. Et pourtant, il dit non. Il faut renforcer les partis politiques, le renforcement des institutions. Il faut renforcer les autres institutions. Il faut créer la Cour des comptes, assurer le contrôle. Il faut que l'Assemblée nationale soit beaucoup plus forte. Revisiter la loi fondamentale du pays, la toiletter, afin de l'adapter aux nouvelles exigences en matière de politique de développement, estime-t-on dans l'auditoire, après les échecs des tentatives des présidents Mathieu Kérékou et Thomas Boniaï. Maintenant, Talon arrive, on commence pas à dire qu'il ne va plus toucher à la Constitution. Mais il y a des points qu'on doit toucher, qu'on doit réviser nécessairement. Le débat autour de la révision de la Constitution continue de faire rage dans le pays et ce mardi, le Parlement est appelé à se prononcer sur un premier rapport de la Commission des lois en vue de la poursuite du processus. Eh bien, après 27 ans de vie, la population d'Ifani estime qu'on peut réviser la loi fondamentale du pays en passant par le Parlement. Elle a donné son feu vert au député Louis Vlavonou. On les écoute. Les populations d'Ifani sont venues écouter le député Louis Vlavonou. Il consulte sa base
Ce dimanche, à moins de 48 heures d'un vote qualifié de crucial, les parlementaires doivent en effet se prononcer sur la recevabilité du projet de révision de la loi fondamentale du Bénin, demandé récemment par l'exécutif. Visiblement, les contribuables n'ont pas voulu rester en marge du débat qui se mène actuellement sur la question de la révision de la loi fondamentale. Entre autres sujets de prédilection, la réduction du nombre de partis politiques. Moi, je suis d'avis par rapport à la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des blocs électoraux, il n'y a pas de partis politiques. Dans tout pays qui s'organise, au plus, c'est 3 partis politiques. Le président souhaite désormais à financer les partis politiques sur le budget. Est-ce que ça ne peut pas avoir un impact sur les dépenses du gouvernement, sur le budget national? Ce n'était pas seulement un débat d'intellectuels, mais c'était un débat qui concernait vraiment tout le peuple et toute la population d'Ifahim. Et nous concluons à partir de là qu'on ne pouvait pas aller effectivement voter quoi que ce soit, prendre quelque position que ce soit sans les consulter. Tout porte à croire que l'on n'est pas contre l'examen du projet de révision de la loi fondamentale à Ifahim. On souhaite cependant qu'au final, le document que vont valider les députés réponde effectivement aux aspirations du peuple béninois. On prend à présent la direction des collines. Nous ne ferons rien à l'Assemblée nationale sans au préalable recueillir vos points de vue et attendre. C'est en substance l'essentiel du message que le député André Okunlola a tenu face à ses militants à Kilibo. Bertin Andimi et Alexis Sassoba pour le point. Sur le terrain politique, la concertation et le dialogue ne doivent souffrir de la moindre entrave. Fort de cette réalité, André Biao Okunlola retourne à Kilibo où, une semaine plus tôt, il n'a pu échanger avec ses mandants sur le projet de révision de la Constitution. Loin de creuser davantage le fossé entre le député et sa base, cette situation, quoique regrettable, offre plutôt l'opportunité de mener autrement les réflexions. Quand vous constatez donc qu'il y a un malaise, il faut le déraciner. Donc pour déraciner ça, je crois qu'il faut discuter jusqu'à la base réelle. Et on a fait un débat autour des questions préoccupantes et autour des frustrations qu'on doit régler. C'est en réglant ça qu'on va pouvoir construire et faire un nouveau départ. Donc si on ne fait pas ça, je crois qu'on ne pourra pas faire un bon départ. C'est tout le sens du retour du député Okunlola à Kilibo, aussi bien à l'endroit a rencontré pour la circonstance, l'élu de la 10e circonscription électorale a opté pour un langage franc et sincère. Je l'ai dit s'il faut aujourd'hui que ce n'est pas la bonne manière. Nous ne pouvons rien faire si l'unité des fils et filles de ce pays est hypothéquée. C'est pourquoi donc j'ai demandé à chacun donc d'être calme et de se donner la main pour que véritablement que l'unité règne dans notre commune, dans notre circonscription et dans tout le pays. La même démarche à votre endroit, je l'aurai à l'endroit de toutes les autres forces politiques de ma circonscription, sans exclusive. Autour de la révision de notre loi fondamentale, la dynamique inclusive doit l'emporter sur toute autre considération, a laissé entendre André Biao Okunlola avant de prendre congé des populations de Kilibo. On ne change pas de registre, en tournée de reddition de comptes dans l'Aléborie autour du projet de révision de la Constitution. Le député Sabaï Kate a successivement échangé avec les populations de Segbana, Gorgouno et Banikwara. L'élu de la 2e circonscription électorale a trouvé une population très intéressée par le sujet. Firmin Bassao, Yulika Elaena. L'argumentaire adopté par le député Sabaï Kate permet aux populations de Segbana, Gorgounou et Banikwara de comprendre tout l'enjeu que comporte le projet de révision de la Constitution. En témoigne leur adhésion massive à sa démarche explicative qui convainc également les têtes couronnées et l'ensemble des maires. Le député Kate, son arrivée, c'est bienvenu, et tel que la démarche qu'il a adoptée également, parce qu'il a visualisé le texte, et ça a permis aux uns et aux autres de voir ce qui est en réalité caché dans la révision dont on parle. Je ne vois pas celui-là qui va aimer porter la même tenue tout le temps de sa vie.
il revenait à ces députés-là de venir clarifier les situations. Les articles que le gouvernement a touchés, et c'est dans ces articles que nous sommes. Il y en a qui sont bons, il y en a aussi qui ne sont pas bons. La population adhère à la révision de la Constitution, mais avec des modifications. Donc Gogounou est pour la révision. C'est notre député, c'est lui, nous lui prêtons notre bouche pour parler en notre nom et prendre des décisions en notre nom. Et ce qu'on va dire ici, c'est ça qu'il doit répéter là-bas. Sinon on va revenir ici, on dit non, c'est pas ça qu'on t'avait dit. Le député Katé n'est pas venu pour le oui ou le non de la population à la base, mais pour plutôt recueillir leur avis sur le projet de révision de la Constitution. De Segbana à Gogounou, en passant par Banikwara, et les réflexions étaient très riches. Et je suis outillé maintenant pour aller en plénière, pour pouvoir amender ce que la commission des lois aurait proposé. Je pense que c'est un exercice, il suffit de les laisser vomir ce qu'il y a dans leur ventre. Et ils l'ont fait, et nous verrons. Ce qu'ils ont fait, il y a des trucs pertinents dedans. Occasion pour le député Sabaye Katé de se rendre à l'évidence qu'il reste toujours en terrain conquis dans la deuxième circonscription électorale. Parlons coopération à présent. La ministre des Affaires étrangères du Ghana est à Cotonou. Charles Ayokor Bossuet a été reçu cet après-midi par son homologue du Bénin, le ministre Aurélien Agbenossi. Nous y reviendrons dans notre édition de 23h30. Et puis le Bénin qui a conclu donc ce jour, lundi à Paris, un accord cadre avec l'UNESCO. Il s'agit d'un nouveau modèle de coopération qui permet à notre pays de faire les choix pour ce qui concerne les domaines d'intervention de l'UNESCO au Bénin. C'est le chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi, qui a procédé à la signature de cet accord cadre. On l'écoute au micro de Renaud Akako. J'ai signé avec Madame Irina Bokova cet accord. C'est une nouvelle modalité de coopération que l'UNESCO a mise en place, que nous avons étudiée, que nous avons examinée et qui permet au pays de faire les choix presque à la carte de ce que l'UNESCO peut faire avec. Je crois que est l'un des premiers pays qui signe ce type d'accord cadre de coopération, le nouveau modèle d'accord cadre de coopération avec l'UNESCO. Qu'est-ce qu'il y a d'important, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que cet accord cadre prévoit la création d'un fonds en dépôt du gouvernement et de l'UNESCO. Et ce fonds sera de montant d'environ 50 millions de dollars, soit 30 milliards de nos francs, et cela pourrait couvrir des domaines aussi variés que l'éducation, la science, la culture, le numérique et tout ce qui concerne les innovations, la communication aussi. J'ai profité de l'occasion pour confirmer à l'UNESCO l'accord que le président a marqué à l'invitation qui lui a été faite par la directrice générale d'être l'invité spécial pour un événement sur les leaders qui sera organisé en marge de la conférence générale de l'UNESCO au mois d'octobre-novembre prochain. Et je lui ai transmis également aussi une invitation du président Patrice Talon à se rendre au Bénin, à visiter notre pays, au moment où elle s'apprête à quitter la direction de cette institution. Sur ce même registre, signature ce matin à Cotonou d'un accord de coopération entre l'Institut international pour la démocratie, l'assistance électorale IDEA et la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le Bénin est ainsi le 7e pays africain et le 30e au plan international à bénéficier de l'expertise de l'IDEA pour parfaire davantage notre processus électoral avec des élections libres, transparentes et pacifiques. Écoutons le secrétaire général de l'IDEA et le président de la Sénat au micro de Clotaire Wekou et de Edmond Ngwa. Vous remercier, vous féliciter, mais aussi naturellement vous offrir l'expertise, mettre à votre disposition tout ce que nous avons comme ressources de recherche, de consultance, de soutien que nous pourrions humblement vous apporter lorsque il s'avérera utile à vos yeux. Et de bien vouloir partager vos expériences et
Et votre approche, la façon dont vous avez géré les problèmes qui sont toujours là quand on organise des processus électoraux, mais la bonne façon dont vous avez surmonté ces challenges, de bien vouloir à l'avenir mettre à notre disposition cette expérience en participant à des échanges au niveau global, en travaillant avec nos autres États membres et en nous épaulant dans notre travail de Parlement, de l'expérience béninoise, je crois, pour beaucoup de pays, y compris des pays en Europe. Je pense ce matin à un positionnement très spécifique de la Cour constitutionnelle. Eh bien, cette expérience, ce vécu, cette pratique, ces succès, je crois, sont très utiles à toute la communauté internationale. Il nous était donc indispensable de nous tourner vers vous pour apprendre, pour savoir comment est-ce que nous pouvons nous enrichir de votre expérience pour que nos élections soient des élections de plus en plus crédibles. Comme vous le savez, il n'y a pas d'élection parfaite, mais il faut tendre toujours vers la perfection. En signant ce protocole de partenariat, nous voulons qu'avec IDEA, nous fassions un grand chemin. D'abord, entre vous et nous, mais un grand chemin qui va nous ouvrir aux autres pays parce que nous voulons bénéficier de leur expérience. On s'enrichit toujours en étant au contact avec les autres. On parle d'éducation. Plus de doutes, l'examen national de la licence et du master pour les étudiants des établissements privés démarre cette année du côté du ministère de l'Enseignement supérieur comme chez les établissements autorisés. On s'active pour comprendre comment cette nouvelle donne est appréhendée de part et d'autre. La rédaction s'est rapprochée de quelques acteurs. Ils sont au micro de Abiato Mao. Mais on est persuadé quand même que cette année académique 2016-2017, nos étudiants en licence vont composer. Je dis nos étudiants en licence parce qu'on entend dire par rapport au décret que les masters vont attendre d'abord la première évaluation au niveau des licences avant de pouvoir s'engager sur ce chemin. Est-ce que cela signifie que pour l'instant les masters continuent en co-signature ou qu'en sera-t-il au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur? On n'en sait encore absolument rien. On entend les arrêtés d'application, mais nous sommes sûrs que du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on se prépare pour que les licences composent cette année. Je confirme que les examens auront lieu cette année, sauf indication ou instruction contraire de l'autorité. Les experts qui seront appelés à constituer, à élaborer ces épreuves seront ou sont briefés pour que les formats de ces épreuves soient des formats qui prennent en compte l'essentiel des matières fondamentales dans chaque dimension. J'appelle dimension tronc commun, la dimension spécialité, la dimension connaissance professionnelle. Voilà une option. C'est un examen et ça se fera pour légitimer le travail remarquable d'ailleurs que font certains établissements privés d'enseignement supérieur déjà pour accompagner l'État dans son effort de développement et de formation de ressources humaines de qualité. L'organisation des examens nationaux pour les établissements privés n'est nullement discriminatoire vis-à-vis des établissements publics. C'est prévu par les tests, donc c'est proprement légal. Pourquoi ? Quand vous prenez le décret qui organise, qui régit le fonctionnement des universités privées, il est clairement dit qu'une université privée fonctionne sur 3 régimes. Le régime ouverture, le régime agrément et le régime homologation. Quand vous lisez le texte, c'est au niveau du régime homologation que l'université privée a le pouvoir de délivrer lui-même ou elle-même ses diplômes, ses titres nationaux. Il nous donne 3 ans. 3 ans pour nous aménager, pour aller à l'homologation. Donc les écoles qui seront allées à l'homologation en 2019, je crois bien, ne pourront plus faire passer leurs étudiants par les examens. Ils pourront directement signer les diplômes. C'est ce que nous savons par rapport au décret. Alors quand vous regardez également les conditions draconiennes pour aller aux homologations, je me demande si dans les 3 ans, combien d'écoles seront prêtes pour ça.
Un mot de culture, le Bénin poursuit les discussions avec la France pour le retour au bercail des biens culturels et historiques pillés pendant la période coloniale. Le sujet a fait l'objet de la visite que le chef de la diplomatie a effectuée en France. Aurélien Agbenossi nous fait le point de ces négociations avec les autorités françaises. On l'écoute. Vous savez très bien que depuis quelques mois maintenant, nous avons entrepris de discuter avec nos amis français de la question de la restitution des biens culturels du Bénin. À l'issue de cette correspondance adressée au gouvernement français, j'ai reçu une réponse du ministre Ayrault qui m'a indiqué clairement qu'il avait conscience de la valeur historique et culturelle de ces biens pour notre pays et pour l'ensemble des Béninois, qu'il partage notre souhait de mieux les faire connaître, mais il pense que ces biens ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français et que par conséquent, leur restitution n'était pas possible en raison de leur incessabilité, inaliénabilité et d'autres raisons encore. Je pense que ce sont des arguments qui normalement ne résistent pas à l'analyse qui est la nôtre. Et j'ai donc entrepris, sur instruction du président de la République, de rencontrer les autorités françaises. Je voudrais rappeler à la presse que déjà le 12 décembre, le chef de l'État, dans un entretien avec le président François Hollande, auquel j'ai participé aux côtés du président, avait évoqué la question. Et le président François Hollande a eu la grande sagesse de proposer que l'on mette en place une commission mixte entre nos deux pays donc pour discuter des modalités de mise en œuvre de cette revendication pour que nous puissions trouver des avenues puisqu'il y a plusieurs solutions possibles. De ma conversation avec le ministre français des Affaires étrangères et du développement international, je retiens une impression d'ouverture. Donc je crois que l'espoir est permis. Encore une fois, c'est dans une démarche de coopération. C'est dans un dialogue très intelligent de part et d'autre que nous allons y arriver. Donc pour moi, l'espoir est permis parce que j'avais en face de moi une personne qui comprenait très très bien ce que nous voulons. Et ce n'est pas la première fois que des biens sont déclassés, des biens qui sont intégrés dans le patrimoine français sont déclassés. Ce n'est pas la première fois que des biens sont mis en dépôt. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il y a eu des restitutions pures et simples. L'histoire est jonchée de cas et d'exemples. Donc, je suis assez optimiste quant à l'aboutissement de notre démarche, mais cela nécessite du travail, cela nécessite de la sérénité, cela nécessite de la confiance mutuelle et je crois que le ministre français des Affaires étrangères et moi-même, nous faisons confiance et cela, à mon avis, devait permettre d'avancer assez bien. Voyons cette innovation. Le conseil municipal de Parakou a tenu sa première session ordinaire de l'année, une session présidée en personne par le maire Charles Toko avec pour point principal l'ouverture d'une antenne de la mairie de Parakou à Cotonou au profit de ses administrés résidant dans la capitale économique du Bénin. Claude Adigli et Alessis Assoba pour les détails. Au cours de cette première session ordinaire de l'année 2017, plusieurs sujets ont été adoptés. Parmi ces derniers, il y a l'implantation d'un bureau de la commune de Parakou à Cotonou. L'objectif visé par les autorités municipales est de rapprocher Parakou de ses usagers vivant à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Une bonne partie des natifs et ressortissants de Parakou se trouvent à Cotonou, Porto-Novo et surtout à Boumé-Calavi, et peinent pour obtenir certains services basiques liés à l'état civil. Aussi, ai-je proposé l'ouverture d'un bureau à Cotonou pour répondre à ces différentes préoccupations. 16 points ont été inscrits à l'ordre du jour. Parmi eux, il y a le collectif budgétaire adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le collectif que nous venons d'adopter est motivé par quelques entrées, notamment les fonds découlant de la gestion de la société SGMP, qui n'était pas prévu dans le budget primitif, et également les fonds relatifs au dédommagement
EPP Mouassirou, suite par rapport aux travaux de contournement qui sont en cours dans la ville. 20 conseillers sur les 25 ont pris part à cette première session ordinaire de la commune de Parakou pour le compte de 2017. Autre actualité, que deviennent les médicaments périmés retirés des officines? Y a-t-il des dispositions pour encadrer sa gestion au niveau des pharmaciens et aussi des formations sanitaires? Les réponses à toutes ces interrogations à travers ce magazine que nous propose William Tioki. Des cartons remplis de produits pharmaceutiques périmés et avariés. Pharmacie de la vallée de Lomé. Ils viennent tout droit de la pharmacie de la vallée de Lomé. C'est dans l'arrondissement d'Azoulissé, commune d'Adjoum. C'est le mari de notre consoeur, pharmacien qui nous apporte ça. Ça fait près de 900 000 francs de médicaments qui sont en valeur, qui sont périmés. Et c'est toute une liste qu'on a amenée qui va être accompagnée d'une demande. Et le directeur, le DPMED, va certifier que c'est périmé et nous délivrer un certificat. Un geste qui consiste à vider des réunions des officines des produits ayant atteint leur date limite d'utilisation. Nous n'allons pas vers les pharmacies, mais il y a un planning au niveau de chaque officine, de chaque structure qui s'occupe de la gestion des médicaments. Et dans ce planning, il sait la périodicité dont il doit disposer pour procéder au retrait de ces périmés. Mais parallèlement, il est tenu de le faire, le pharmacien gestionnaire, parce que nous avons des inspections périodiques et imprévues même. Le jour où on va constater qu'il y a un périmé dans les rayons, il y a des amendes par rapport donc à ce pharmacien. Il faut qu'il paie les amendes. Les amendes sont définies donc toujours dans nos tests. Nous restons dans les limites des tests réglementaires. Ça varie donc de 500 000 jusqu'à 5 millions de francs CFA. De façon périodique donc, ils sont amenés, ces responsables d'officine, à se conformer aux recommandations de l'OMS, encadrées par un guide de gestion des déchets pharmaceutiques au Bénin. Les médicaments périmés sont généralement collectés et à la fin de l'année, on fait le point de tous ces médicaments, une liste qu'on adresse au ministère de la Santé qui nous fait la facture, le montant qu'on doit payer pour pouvoir procéder à la destruction de ces médicaments. Est-ce que parfois il vous arrive d'oublier ces médicaments périmés dans les rayons? C'est interdit. C'est contre notre déontologie. C'est interdit. Il peut y arriver qu'un particulier trouve un médicament, on le sait, des médicaments périmés. Mais c'est des conditions très très rares. Voici l'un des magasins de stockage de ces produits pharmaceutiques périmés en attente de destruction. À ce niveau aussi, toute une procédure pour réduire les effets néfastes sur l'environnement. Aujourd'hui, maintenant, on n'apporte plus de médicaments pour aller brûler à l'air libre. C'est même interdit par l'OMS, puisque ça émet des polluants toxiques. Donc, et ça pollue l'environnement. Il y a une stratégie, il y a une seule méthode que nous adoptons. On appelle ça la méthode d'encapsulation, où donc, il y a donc des incinérateurs qui ont doté donc, de ces équipements et qui sert donc à faire la destruction des médicaments. On évalue à environ 100 mètres cubes le volume de médicaments périmés récupérés par an sur toute l'étendue du territoire national. Une masse de déchets pharmaceutiques sortis des officines, mais il peut y avoir des oublis. Vigilance donc à la clientèle. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À 21h, vous suivrez un débat sur le projet de révision de la Constitution intitulé « Indépendance de la justice et nouveau régime des immunités ». À 22h30, vous suivrez le feuilleton « We Vote You ». Retrouvez l'édition de 23h avec Héloïse Winato. Merci de nous avoir suivis. L'ORTB passe à vous.